Voilà, donc bonjour et bienvenue à tous et à tous pour cet info métier dédié à la création d'activités dans le secteur maritime. Alors, quelques présentations d'abord. Je suis Michel Herrera, un des administrateurs de l'association La Touline qui organise cet info métier que nous appelons de l'association des explorinaires. Alors, pour ma part, je suis d'origine marin et mécanicien. Deux mots sur l'association elle-même, La Touline, qui est reconnue d'utilité publique, une association créée par des officiers de marine marchande il y a un petit peu plus de 30 ans, à l'époque dans un contexte d'emploi maritime très difficile. Pour ceux qui ne connaissent pas la touline, le nom la touline, il désigne un bout, un mince cordage, diamètre du doigt, qui est en quelque sorte le premier relais, qui est terminé par une pomme de touline, donc une espèce de grosse boule qui est un gros nœud, et qui est en quelque sorte le premier lien entre la mer et la terre pour les bateaux qui arrivent et qui vont s'amarrer dans un port. Ça sert à envoyer des amarres qui sont elles-mêmes très lourdes et qu'on ne pourrait pas lancer à la main. On l'utilise un petit peu comme une fronde. Voilà, bon, pour la partie purement maritime. L'objectif principal de l'association Atelier, c'est surtout de faciliter l'accès à l'emploi maritime au sens large, c'est-à-dire pas uniquement pour les marins navigants, mais pour tout le secteur paramaritime. Et l'une des missions de la Touline aujourd'hui est, parce que les missions de la Touline ont un petit peu évolué, se sont élargies, une des missions est de faire la promotion des métiers du secteur maritime, et c'est donc ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, pourquoi en visioconférence? Eh bien, parce que, vous savez bien, nous sommes contraints par les restrictions dues à la Covid-19, et la vidéoconférence reste le meilleur moyen actuellement de se réunir. Alors, venons-en au thème qui est de créer une activité, de mener un projet, fonder une entreprise, une association dans le domaine maritime. Nous accueillons donc aujourd'hui Monsieur Simon Bernard, un officier de marine marchande et cofondateur de Plastic Odyssée, du projet Plastic Odyssée, qui est un projet à la fois technique et humain, qui est centré autour de la pollution plastique des mers et des océans, un véritable fléau au sujet duquel commençons seulement à réagir. Alors, Plastic Odyssée veut mettre à la portée de tous une prise de conscience des méthodes et de la technologie de récupération. Ce projet requiert des compétences multiples. Aussi, les fondateurs de Plastic Odyssée sont à la fois des concepteurs, des armateurs et des navigants et des conférenciers, etc. Autant de métiers et de compétences qu'il a fallu acquérir et développer. Et Simon Bernard, au travers de son parcours, va nous donner un aperçu de cette aventure. Au départ, c'était une idée qui s'est développée, qui s'est désormais concrétisée en un véritable et ambitieux projet, et notamment concrétisé par l'acquisition d'un navire qui est actuellement en cours de transformation. Voilà, je compte sur vous, avant de lui passer la parole, je compte sur vous pour poser des questions, parce que c'est là le cœur de nos infométiers, de nos explorinaires, hein, c'est échanger avec l'intervenant, essayer de récupérer le maximum d'informations de sa part. Voilà, donc je donne la parole maintenant à Simon Bernard. On a dû créer un modèle qui est complexe puisqu'on a une entreprise qui est une entreprise à mission, donc c'est un statut SAS, mais dans lequel on a rajouté une raison d'être, une mission de l'entreprise. La mission, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de lutter contre la pollution plastique et d'améliorer la condition humaine. Donc ça, c'est la raison d'être de l'entreprise. Donc c'est un statut enfin, en tout cas, la possibilité d'intégrer l'entreprise à mission dans les statuts d'une société, c'est assez récent. Ça part d'un bon sentiment. Le problème, c'est que bon, forcément, toutes les entreprises vont s'y mettre, et donc toutes les entreprises vont se trouver des raisons d'être et des missions. Ouais. Même. Donc ça. Bon. Dans ce cas-là, on crée une fondation, hein, en général. Ouais, mais ça va au-delà. En fait, toutes les entreprises aujourd'hui, enfin, vont finir par devenir des entreprises à mission, et ça va perdre de son intérêt parce que enfin, Total pourrait très bien être une entreprise à mission et bon, pourtant ça va pas forcément dans le bon sens, quoi. Ils le font déjà un peu. Ouais. Ça mentionne beaucoup d'associations pour. Alors c'est différent. Ouais, c'est différent. Il y a d'un côté subventionner des associations, mais en fait le cœur de l'entreprise à mission, ça touche au statut même de l'entreprise.
Ça veut dire que l'entreprise, le but même de l'entreprise, donc le cœur de métier, c'est de répondre à un objectif précis qui est plus grand que celui juste de faire de l'argent. Ça, c'est le statut d'entreprise à mission. Et donc, ça, c'est un premier pas vers ces nouvelles structures qui vont émerger, qui vont répondre à un objectif euh, un peu plus large que celui de faire de l'argent. Et donc, l'argent serait qu'un moyen pour y arriver. Ça, c'est un peu l'objectif derrière l'entreprise à mission. Mais c'est encore les débuts, on va dire. Il y a pas forcément d'intérêt aujourd'hui à adopter ce statut, alors. Et en termes de modèle économique, c'est quelque chose que vous arrivez à tenir avec le sponsoring, du coup, quoi, c'est le principal. Ok. Ouais, en fait, vu que le but de ce projet, c'est vraiment de développer, de rendre accessible l'innovation sur le recyclage, donc développer des systèmes de recyclage qui sont sans brevet. Donc, on peut pas rentrer dans le schéma classique de la startup qui fait appel à des investisseurs, qui lèvent des fonds et qui se finance comme ça et qui derrière va vendre ses machines parce qu'il y a un brevet, une propriété intellectuelle, etc. Donc nous, on n'est pas rentré dans ce schéma-là, on est rentré dans un schéma où on s'est dit bon, on va essayer de, pour aller plus vite, choisir de partager, de diffuser, de collaborer. Forcément, ça derrière le modèle économique, il n'y en a pas forcément parce que c'est pas l'océan qui va nous payer pour faire ça. Donc du coup, on est obligé de trouver une autre manière de faire. Et donc, comme on a un bateau qui est assez médiatisé, on a une aventure humaine derrière. Bah, à côté de la recherche qu'on fait, qu'on fait un peu en sous-marin, puisque c'est pas très sexy. Les gens avec qui on discute, c'est des professionnels du recyclage, des ingénieurs. À côté de ça, on a une partie beaucoup plus médiatique, grand public, avec toute une équipe en interne qui fait de la création de contenu. Donc, on travaille avec des boîtes de production pour faire des documentaires télé, des web-séries. On fait beaucoup de contenu, réseaux sociaux, presse, pour faire vivre cette aventure-là. Et ça intéresse des entreprises qui ont envie de se sentir impliquées dans le projet, d'embarquer les collaborateurs. Et donc, ça, c'est vraiment le modèle du sponsoring, du mécénat sponsoring. Et c'est assez intéressant. Alors, faut pas que ça demande trop de temps. C'est ça le risque dans ces projets-là, c'est que la com et les contreparties partenaires prennent tout le temps et qu'il reste plus assez de temps derrière pour faire Le fond, pourquoi on a vraiment été. Ouais, c'est ça. Donc, c'est toujours un équilibre qu'il faut trouver pour euh, pour pas se perdre, on va dire. Mais c'est intéressant parce que ça permet aussi d'avoir l'oreille de grands groupes, de décideurs. Nous, on est directement en contact avec les PDG des groupes, donc on peut faire évoluer un peu les mentalités. Et puis on a du temps qui est du temps un peu unique, précieux. Quand on fait venir le PDG du Crédit Agricole, Philippe Brassac, sur notre bateau, il passe la journée avec nous. Jamais on a une journée avec Philippe Brassac dans la vraie vie entre guillemets quoi. Et ça c'est valable pour la directrice de l'UNESCO, des ministres, des présidents qui vont venir passer du temps parce que c'est vrai que sur un bateau c'est quand même mieux que dans un bureau. Et ça nous permet aussi d'avoir cette action de faire passer des messages, de plaidoyer, de lobbying un peu pour faire évoluer les choses, essayer de pousser les grands groupes, de pousser les décideurs à adopter des lois, à faire changer les stratégies. Et ça, c'est aussi intéressant, finalement. C'est aussi très important, je pense, parce que l'aspect technique, c'est vrai qu'en tant qu'ingénieur, on est très souvent tourné vers la technique, mais en réalité, la technique, c'est juste une toute petite partie de la solution. Et derrière, c'est de l'humain, c'est des relations, c'est des contacts. Et c'est ça qui fait que on va passer derrière à de l'action concrète. Parce qu'on n'est pas des machines. Donc, Justement, est-ce que, pour revenir un peu au thème métier, là, est-ce que ta formation et ton expérience d'officier de marine marchande t'a aidé pour tout ça? Parce que du point de vue technique, je suppose que oui, mais pour le reste, est-ce que ouais, du point de tu vue as... technique, après, je pense que moi, j'ai un peu cette sensibilité-là d'entreprendre et je sais pas si la formation nous permet ça. En tout cas, je pense un peu parce que on a une formation qui est très ouverte finalement. On touche à tous les domaines. On apprend ça qui m'a vraiment plu et étonné en même temps dans cette formation, c'est que
on avait, je sais pas, sur les 5 ans d'études, on devait avoir 40 matières différentes. Et donc, on touche à tous les domaines et on apprend à être curieux, se renseigner et faire avec les moyens du bord finalement, parce que sur un bateau, on va pas appeler service après-vente. Donc, on a des bases sur la frigo, mais quand il y a toute l'installation frigo du bord qui tombe en panne, il faut trouver une manière de réparer. Et en fait, ça, c'est vrai, pareil, pour les relations humaines. On vit avec un nombre assez réduit de personnes, on travaille avec, donc euh, il y a aussi une intelligence sociale et émotionnelle à avoir, à apprendre. Et donc tout ça, ça nous permet enfin, ça nous donne des clés derrière pour faire ce qu'on veut, quoi. Finalement, je trouve que le marin, même si le marin est quand même assez casanier au final, Ouais. on garde quand même cette capacité à se dire que tout est possible et qu'il faut trouver des solutions parce qu'on est au milieu de l'océan et qu'on peut pas faire autrement. Et ça, je trouve que c'est un plus par rapport. Moi, je gravite beaucoup maintenant dans des milieux où des startups ou des, euh, de l'élite au final, hein, qui ont fait des grandes études. Et aujourd'hui, nos études, notre formation maritime n'est pas forcément reconnue comme des études. Donc ça, c'est assez rigolo. Et pourtant, on se rend compte qu'on a autant de capacités à comprendre des choses, à apprendre et qu'il faut pas forcément avoir fait HEC pour s'en sortir dans la vie, quoi. Et donc ça, c'est super. Je trouve que c'est vraiment un plus par rapport à ceux qui ont fait des écoles un peu classiques d'ingénieurs, de commerce. On a quelque chose en plus. On a des clés en plus. Mm. Et Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus difficile là, vous êtes plusieurs, hein, de toute façon. Mais qu'est-ce qui a été le plus compliqué oui, pour vous à apprendre, quoi, enfin à acquérir comme compétence, en quelque sorte? le plus compliqué vraiment, là où en tout cas moi j'ai vraiment du mal, c'est cette partie, cette lourdeur administrative et comptable. Et en fait, on passe une énergie incroyable à essayer de trouver des solutions aux bâtons dans les roues qui sont là parce que justement on rentre dans aucune case et que il y a une telle lourdeur administrative en France, je pense peut-être ailleurs c'est pareil, hein, mais en France particulièrement, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il faut passer 80% du temps à trouver comment est-ce que légalement on va pouvoir le faire et après 20% du temps à le faire. Et ça c'est et donc tas d'incohérences comme ça, hein. On est une compagnie maritime, on a un navire, et en fait, on rentre pas tout à fait dans les cases. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'accès à toutes les aides qu'il peut y avoir aux armateurs, que ce soit la taxe au tonnage ou l'exonération de charges, l'exonération loi bleue qui est là pour aider les marins à recruter les armateurs à recruter des marins français. Nous, on n'a pas accès à ça. Et c'est quand même incroyable. Moi, je suis toujours assez fasciné de me rendre compte que une compagnie qui va transporter du pétrole va payer zéro charge sur les salaires des marins et que nous qui avons une action qui va quand même dans le bon sens, dans le sens de la protection de l'environnement, on a envie de recruter des marins français, paye plein pot. Et donc ça, c'est un truc pareil. On n'a pas forcément conscience de toutes ces choses-là et on se rend compte qu'il y a et que finalement, pour faire changer ça, c'est tellement lourd, c'est tellement lent que on perd beaucoup d'énergie. Ça, c'est vraiment le plus dur, je trouve. Okay. Et on n'est pas au bout de nos peines, on n'a pas encore réussi à trouver le modèle qui fait que on peut faire toutes nos activités sereinement. On a plusieurs structures pour pouvoir faire ça. On a l'entreprise, on a l'association, on va créer un fonds de dotation. Tout ça pour résoudre, enfin, pour arriver à faire un projet qui, depuis le début, est ce qu'il est et n'a pas forcément besoin d'avoir différentes structures et toute cette lourdeur administrative. Donc, moi, c'est ça que je trouve dommage, en fait, c'est ce temps perdu alors qu'on a tellement d'énergie et que on peut vraiment faire des choses et Avec, on est beaucoup freiné. comme tu disais, c'est un petit peu nouveau, quoi. Donc, Ouais, c'est c'est un peu ça. logique aussi que les En administrations fait, coincent. ouais, tout ce qui sort des cases. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps déjà que c'est très compliqué de se lancer sur des sujets comme ça, où les modèles économiques sont à inventer. On n'a pas le temps en plus de se battre contre l'administration ou toutes ces enfin ouais, tous ces bâtons dans les roues qu'on peut avoir et donc c'est un vrai frein à l'innovation et au changement de modèle au final.
Et ça, j'espère que ça va changer assez rapidement parce que Mm. sinon, en fait, c'est beaucoup plus simple de lancer n'importe quelle entreprise euh, aujourd'hui centrée sur faire du profit plutôt que de lancer une boîte dans l'ESS, dans l'entrepreneuriat Ouais. social. Euh, et aujourd'hui, là, ton équipe et toi, enfin, vous vous rémunérez comment? Mm. Bah, le modèle économique, c'est du sponsoring. Donc, c'est D'accord. vraiment exactement comme un skipper du Vendée Globe. Euh, on a une équipe, alors on n'a pas des préparateurs de bateaux, etc. On va avoir des Ouais. ingénieurs, mais on est aujourd'hui une dizaine de salariés dans l'équipe. Et donc, on a un budget, le budget global du projet qui est financé par des prestations de communication. C'est vraiment le modèle. Et vous D'accord. avez Vous combien envie. de marins et combien de non-marins sur l'équipe? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de marins parce que le bateau est en chantier. Donc, c'est assez variable en fonction des phases du chantier, mais à terme, on aura 7 marins. Euh, et je pense qu'on aura à peu près autant de salariés à terre. Donc, ça va être moitié-moitié. Après, on a aussi beaucoup de bénévoles qui vont être sur le bateau Mhm. pour participer aux actions de sensibilisation, à la recherche sur les machines aussi. Pendant les escales, du coup, du projet. C'est ça, ouais. Et le profil des personnes du coup qui travaillent avec vous à terre, du coup, c'est plutôt des ingénieurs aussi ou des personnes qui ont fait l'école de la marine marchande? Alors, il y a un de mes associés qui a fait la marine marchande aussi, qui Ok. s'occupe là plus du tout des bateaux, mais plutôt de toute la partie communication. J'ai un autre associé, on est 3 associés, qui est ingénieur de formation, donc lui qui vraiment s'occupe de la partie technique. Et après, on a un ingénieur spécialisé dans le recyclage, donc en plasturgie, qui vraiment travaille sur les machines de recyclage. Et on a une chargée de communication et une responsable escale, qui du coup, elle prépare les escales du bateau, plutôt la partie action concrète sur le terrain, pas forcément la logistique du bateau, mais plutôt les actions qui seront faites aux escales. Et à côté de ça, on travaille avec V-Ship France pour le ship management du bateau. Donc en fait, on a toute une partie maritime qu'on sous-traite à V-Ship qui gère le social, les marins, la technique, l'administratif. Donc ça nous décharge vraiment beaucoup Ouais. parce que c'est un métier en fait de gérer un bateau, c'est un vrai métier. Ça prend, enfin, ça s'improvise pas quoi. Donc là, pour l'instant, vous déléguez la fonction d'armateur. C'est ça. Je l'ai fait pendant 2 mois et je suis bien content de plus le faire parce que c'est un métier à temps plein en fait. Et c'est pas forcément notre métier, en tout cas ce qu'on a envie de faire. Nous, on a vraiment envie de travailler sur cette pollution plastique. Mm. Et donc finalement, gérer un bateau, c'est quelque chose de classique Ouais. et c'est pas quelque chose on n'a pas les moyens de le faire en interne parce qu'il faudrait recruter beaucoup de personnes. Et pour un bateau, c'est pas rentable au final d'avoir tous ces corps de métier là. Donc il faut, Et pour ça, on a un bon partenariat. Ouais. V-Ship avec V-Ship, c'est un partenariat ou vous avez un peu de... C'est, on va dire que bah, c'est une forme de partenariat. Après, c'est des prestataires aussi, Ouais, mais enfin, on est un peu plus que des clients classiques, on va dire pour eux, quoi. d'accord. Donc Ouais. En termes d'affichage, c'est intéressant pour eux aussi. Ouais. voilà, eux sont contents de nous avoir et donc on a forcément des relations un peu privilégiées avec eux et Mm. voilà. Euh, Ça intéresse peut-être. Je peux partager peut-être une des vidéos que tu commenterais, celle concernant la machine éventuellement. C'est toujours bien de savoir de quoi on parle parce que le fond, Ouais, enfin ouais, carrément. le cœur du projet, c'est la machine.
même si Ouais, ouais. c'est pas le fond. Alors, je crois que c'est celui-là. En fait, on a toute une partie très technique avec concrètement, on va le voir des machines de recyclage. Tu me dis quand Voilà. partage l'écran. Normalement. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Non, Non? ça charge. Non. Ah, ça charge. Enfin, j'ai cru que ça chargeait, mais en fait, Faut que tu fasses partager. Ouais. Ouais, j'ai demandé à partager. Est-ce que j'ai la main pour le Ah ouais. partage? c'est bon. Vous avez? Je le lance alors. J'enlève le son. Vous le voyez bien? On voit, ouais, ça saccade un peu. Voilà. Mais donc là c'est comment un petit centre de recyclage qui est plutôt notre atelier à terre pour l'instant à Marseille, où on a 100 mètres carrés d'espace, on teste, on fait tourner des machines de recyclage. Donc en gros il y a plusieurs phases. On va d'abord trier le plastique, ensuite le broyer, laver, le sécher, et donc derrière cette phase on obtient voilà des granulés, des copeaux qu'on va pouvoir transformer pour en faire soit des nouveaux matériaux, soit en faire de l'énergie, du carburant. Et donc l'idée de tout ça, c'est vraiment au-delà de la technique, c'est d'accompagner des porteurs de projets des pays du Sud pour installer des centres de recyclage et vraiment monter leur petite entreprise. Voilà, ça c'est la partie vraiment recyclage du plastique. On fait fondre le plastique avec une extrudeuse et on l'injecte dans des moules pour faire des objets. Donc là, on va avoir par exemple des matériaux de construction, des planches, des poutres qui peuvent servir à faire du mobilier urbain, des tuiles pour les maisons, des briques, etc. Des tubes pour les canalisations. L'idée, c'est vraiment d'avoir des objets qui vont avoir une utilité sur place et qui vont pas redevenir un déchet. Et puis la dernière étape, c'est la pyrolyse, donc transformer le plastique qui est pas recyclable pour en faire du carburant. Ça, c'est le petit pyrolyseur qu'on a co-développé avec une filiale de Veolia, qui était vraiment une première techno test de labo, on va dire, pour récolter de la donnée. Et là, derrière, on construit un container qui va embarquer une pyrolyse, donc avec l'Afrique du Sud. Donc on est partenaire d'un projet qui partage beaucoup nos valeurs et qui sont un peu spécialisés dans la pyrolyse, se sont spécialisés là-dedans. Et donc on co-développe avec eux une version qui à terme sera très accessible, donc qui sera pour un coût de revient d'environ 50 000 euros, qui permettra de traiter 500 kilos de plastique par jour pour en faire à peu près 500 litres de diesel d'essence. Donc là, alors là, on dérape un petit peu, hein. Vous n'êtes pas un petit peu en concurrence avec d'autres, avec des boîtes qui proposent des pyrolyseurs assez sophistiqués. J'ai vu ça là, sur le net, Euh, des choses bah, qu'ils vendent, hein. en fait, tout ce qu'on fait, ça existe déjà sur le marché. Ouais. Que ça soit le tri du plastique, le recyclage, le broyeur à plastique, ça fait des dizaines d'années que ça existe, un broyeur. On peut en acheter en Chine sans problème. Ça coûte pas cher. La pyrolyse du plastique, effectivement, c'est un peu plus récent, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément connaissance de ça, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui fabriquent des pyrolyseurs et qui les vendent. Donc on peut très bien acheter un pyrolyseur dans le commerce. C'est un peu plus compliqué d'avoir quelque chose de fiable. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de personnes, à part en France, il y a Etia qui fabrique des unités de pyrolyse, mais ça coûte plusieurs millions d'euros. Donc c'est très difficile aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à les installer, à les vendre parce que ça coûte beaucoup trop cher. Mais par contre, ça fonctionne bien, c'est assez high-tech, mais ça produit de l'énergie directement. Donc c'est bien. Nous, la valeur ajoutée du projet, c'est vraiment l'open source. C'est l'open source et la low-tech. C'est du coup de prendre des machines qui existent, des process qui existent et en faire des systèmes libres de brevets. Donc on n'est pas en concurrence puisque nous on vend pas de machines, mais on essaie d'aider, enfin de rendre accessibles ces plans pour que des constructeurs localement puissent les reproduire.
En fait, notre idée, c'est pas de construire des pyrolyseurs ou des machines de recyclage en France et d'aller les envoyer par porte-conteneurs en Afrique du Sud, par exemple. Mais c'est plutôt de transférer ce savoir-là pour qu'elles soient construites sur place. Et on le voit, ça marche très bien, puisque au Caire, par exemple, il y a un super exemple de constructeur de broyeurs qui arrive à fabriquer des broyeurs à plastique moins chers que les broyeurs chinois, qui sont fabriqués en série avec des matériaux un peu bas de gamme. Et donc là, on voit l'intérêt de faire à l'échelle locale avec des matériaux qu'on trouve sur place. On se rend compte que c'est ça qui a vraiment un intérêt, au-delà de vendre des machines au final. Parce qu'il faut pouvoir les réparer quand elles tombent en panne. Et donc, si on l'a construit, c'est plus facile de le réparer derrière. Mais on discute avec des fabricants de pyrolyse en Allemagne, pareil, qui bon, c'est pas du tout les mêmes tarifs. Et si ça tombe en panne, faut envoyer un ingénieur allemand sur le terrain, quoi. Donc c'est pas adapté au modèle et au contexte. Voilà. Et à bord du bateau, du coup, donc vous collectez tout ce plastique, il y a un retraitement à terre, c'est ça, ou il y a déjà un pré-traitement à bord? En fait, le but du bateau est pas vraiment de traiter le plastique, D'accord. c'est plus d'expérimenter des machines. Donc, on va embarquer des déchets qu'on va trouver sur place pour tester nos machines qui seront à bord du bateau. Donc, tout se fait à bord du bateau. Toute la chaîne de recyclage, toutes les machines là qu'on a vues en vidéo, elles seront à bord du bateau, elles vont tourner à bord du bateau. Et ça va nous permettre deux choses. Ça va nous permettre de tester ces machines-là, de les améliorer et surtout de convaincre des acteurs sur place, que ce soit la municipalité, l'investisseur ou le porteur de projet qui va s'emparer un peu de ces machines-là pour créer sa petite entreprise de recyclage. Mmh. Donc l'idée de ce bateau, c'est vraiment d'être un ambassadeur, un catalyseur, mais pas du tout un bateau qui va nettoyer et recycler. C'est pas l'objectif. Pourquoi? Parce que l'action serait ridicule en fait. Et puis ça vaudrait pas le coup d'armer un navire entier juste pour aller recycler quelques tonnes de plastique. Donc Mmh. on va recycler du plastique, peut-être aux alentours de 5 tonnes par escale. Ça peut paraître beaucoup, mais qui est rien, puisque à l'échelle du monde, on déverse 20 tonnes par minute. Donc en fait, ce serait pas efficace enfin nous en tout cas, c'est la vision qu'on a de dépenser de l'argent pour aller financer le ramassage et le recyclage du plastique, alors qu'on peut créer des modèles qui sont économiquement viables et donc qui permettent de créer de l'emploi et qui vont derrière se répliquer sans qu'on ait forcément à subventionner la collecte et le recyclage. Ça, c'est l'idée. Si on n'a pas besoin de subventionner, on peut multiplier et du coup augmenter l'impact. Alors c'est quand même pas facile parce que forcément le prix du carburant varie, les matériaux en produits recyclés sont pas tout le temps concurrentiels avec le plastique vierge ou le pétrole vierge, donc il faut réussir à trouver des modèles économiques qui fonctionnent indépendamment du prix du pétrole, du prix de la matière première, et c'est pas toujours évident. Donc c'est aussi l'objectif du projet, c'est de au-delà d'aller documenter la technique, la machine, aller documenter les modèles économiques. Et pareil, rendre accessible ça, donc ce qu'on appelle les business blueprints, c'est des modèles économiques qui sont libres d'accès. Donc on a le business plan avec voilà combien il faut acheter le plastique, combien coûte la machine, combien coûte la maintenance, la réparation, euh, et derrière quel est le prix de vente des matériaux, qu'est-ce que c'est. Si on fait des tuiles, on les vend tel prix, on sait que le modèle est rentable et que le centre peut tourner. Donc là, voilà, l'idée, c'est vraiment de donner un maximum de clés à un petit entrepreneur qui va se lancer. Alors, moi, j'ai une question un peu, bon, je sais pas, mais qu'est-ce que tu répondrais aux détracteurs qui pourraient dire que valoriser le plastique comme ça et en faire un système économique ne serait pas une solution du coup pour le climat et du coup la réduction des déchets? Je sais pas si c'était clair ma question. Pour le climat ou pour la pollution plastique? Bah, pour la pollution du coup en général et que le fait d'en faire un produit valorisable du coup entraînerait l'utilisation Ouais, continue alors du plastique.
En fait, on est complètement d'accord avec ça et donc c'est pour ça que la partie, le projet a deux volets. Le slogan du projet, c'est Clean up the past and build the future. Donc, nettoyons les déchets du passé en valorisant tous ces déchets qui ont déjà été produits. Ça représente 5 milliards de tonnes. Donc, en fait, même si on arrêtait de produire des déchets aujourd'hui, on aurait des dizaines et des dizaines d'années encore devant nous pour faire quelque chose de tous ces plastiques qui sont déjà sur Terre et qui sont pas traités. 5 milliards de tonnes, c'est les déchets qui n'ont pas été enfouis, ni brûlés, ni recyclés. Donc, c'est les déchets qui sont vraiment là à disposition des poissons et d'abord des animaux et après des poissons quand ce sera dans l'eau. Et donc ça, c'est la première étape, on va dire la première étape urgente de transition qui concerne, nous, on se focalise vraiment sur les pays à bas et moyens revenus qui n'ont pas de gestion de déchets, de collecte et de traitement. Mais on fait pas du tout la promotion du recyclage comme un modèle durable, en particulier dans nos pays plus industrialisés. Et donc cette action-là, elle est complémentaire de l'autre action qu'on a en parallèle, Build the Future, qui est travaillons sur les alternatives au plastique et les changements de comportement pour arrêter d'en utiliser. Parce que la production est exponentielle. Et il faut avoir ces deux actions en parallèle, mais ces deux actions, elles vont pas s'adresser aux mêmes personnes. Donc on peut pas, c'est pas l'une ou l'autre, c'est les deux en même temps. Et donc ça dépend juste à qui on s'adresse. Si on s'adresse aux consommateurs, en réalité, en fait, on se rend compte que ceux qui consomment le plus de plastique, ce sont les pays riches et les pays à moyens revenus, donc qui commencent à avoir du pouvoir d'achat et qui consomment de plus en plus. Ceux qui ont le moins accès au traitement, à la gestion des déchets, c'est plutôt les pays à bas revenus. Et donc en réalité, il y a vraiment ce double message qu'il faut porter de nettoyons le plastique, recyclons le plastique, mais arrêtons d'en produire. Donc c'est compliqué forcément parce qu'on a l'impression que c'est un peu antinomique. En réalité, c'est des messages qui ne s'adressent pas aux mêmes personnes et donc on va aller voir les consommateurs. On a toute une partie du projet qui s'intéresse aux sciences sociales, aux sciences comportementales pour trouver des manières, des actions citoyennes pour réduire la consommation de déchets, arrêter d'utiliser le plastique. Et de l'autre côté, on a une action qui est très professionnelle, qui s'adresse à des entrepreneurs locaux qui vont traiter, un peu comme on peut avoir chez nous, des Veolia qui vont faire ça, c'est leur métier. Effectivement, ils ont un intérêt à ce que les déchets continuent, mais aujourd'hui, il y a tellement de déchets que il faudrait énormément de centres de recyclage, énormément de collecte pour arriver juste à contenir tout ce qu'on a produit aujourd'hui. Donc c'est ça, c'est le double message qui est quand même difficile à comprendre quand on n'a pas l'image globale et quand on comprend pas tous les enjeux. Mais pourtant, c'est essentiel. Essentiel. Et ce qu'on veut pas, c'est s'associer justement avec des gens qui produisent du plastique en servant de faire valoir ou en légitimant la production de plastique. C'est absolument pas l'idée. Notre message, c'est recyclons et arrêtons le plastique. Vous travaillez sur ce qui existe déjà. Voilà, ce qui existe déjà et ce qui va être produit malgré les efforts de réduction, quoi. Ouais. Mais le lobby va être arrêtons le plastique et nous, c'est d'ailleurs le bateau, la vie à bord du bateau se fera sans plastique. Donc on installe tout un système pour justement éviter les bouteilles d'eau, potabiliser l'eau à bord des bateaux pour qu'on puisse avoir de l'eau à la gourde à bord du bateau. Donc vraiment à l'échelle plutôt de la vie de tous les jours, on va essayer d'arriver à zéro plastique utilisé à bord du bateau. Et toute la zone avant est une sorte de zone d'exposition des alternatives, donc des matériaux qui peuvent remplacer le plastique. De la brique de mycélium pour remplacer le polystyrène, donc des champignons qui permettent de remplacer le polystyrène. Jusqu'à, il y a des tas d'exemples. Il y a des projets assez sympas qui utilisent des déchets pour en faire des matériaux, des écailles de poisson, les déchets des écailles de poisson pour en faire des matériaux alternatifs au plastique. C'est tout ça qu'on va creuser et promouvoir pour aussi faire changer les habitudes et les chaînes de production chez nos partenaires qui utilisent du plastique dans leur packaging, par exemple, pour les aider à trouver des solutions alternatives.
Donc c'est vraiment ça. En général, les gens me disent venez nous installer une usine de recyclage, et nous on leur dit non, on va vous aider plutôt à éviter de produire du plastique. Donc ça c'est une autre partie du projet, on va dire. Ok, Très merci. bien. Ben, merci, Simon. Tu vas naviguer sur le bateau. Oui, ouais, on va s'alterner. On est 3 associés. On va en faire en sorte qu'il y ait tout le temps quelqu'un à bord. D'accord. Pour justement prévoir le coup d'après, parce que le bateau n'est pas une finalité, l'escale n'est pas une finalité. Ce qu'on veut, c'est arriver à terme accompagner des projets, monter des projets sur place. Donc Ouais. vraiment, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est porter cette deuxième étape du projet qui va être à chaque escale connecter un réseau de personnes intéressées et faire en sorte derrière qu'il y ait des partenariats qui se montent, qu'il y ait des projets qui se lancent. Et donc nous, on sera là pour ça. Moi, je vais naviguer un petit peu. Je serai sûrement officier à bord pendant les naves avec Alex. On va essayer de s'alterner. Et puis à D'accord. terre, aux escales, on aura plutôt la Ouais. casquette de fondateur, de représentant du projet. On a une grosse partie aussi documentaire, donc il va falloir qu'on soit là aussi pour la partie production de docu, et donc ouais, on va s'alterner un peu. Allô? On t'avait perdu là. Ouais. Vous avez une grosse partie production documentaire, c'est-à-dire pour diffuser l'info et Vraiment faire vivre, on va dire faire vivre l'aventure. On travaille sur une série documentaire à la télé. ah oui, d'accord. 6 fois 52 minutes. Enfin, c'est encore en construction, mais il va sûrement y avoir des documentaires à la télé, web, des podcasts. Enfin, il y a toute une Ok. partie aussi où c'est un peu l'objectif du projet, hein, c'est de faire vivre l'aventure, et c'est pas juste un projet d'ingénieur qui travaille sur des machines, quoi. Ouais. En tout cas, nous, à la Touline, on sera ravis de nous faire de servir de relais également vers nos adhérents et notre petit réseau aussi. Hein, c'est Génial. toujours ça de prix. Et peut-être diffuser appel à bénévoles également, s'il Ouais, y a besoin. Je pense que ça va intéresser quelques marins. ouais, J'espère. c'est sûr. Et en tout cas, merci beaucoup.